Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était mon 34e anniversaire, le genre d'âge qui vous fait marquer une pause. Pas tout à fait une étape clé, mais assez vieux pour commencer à faire le point. Claire, ma femme depuis 4 ans, avait mis les petits plats dans les grands, elle avait loué le salon sur le toit du Métropolitan, en plein centre-ville de Seattle. Un bar en marbre noir, des guirlandes lumineuses, des sushis préparés par un traiteur, un trio jouant des reprises de Coldplay et du jazz. C'était magnifique. Mais au milieu de la soirée, quelque chose clochait. Jenna, la meilleure amie de Claire depuis l'université, bruyante, drôle, d'une honnêteté brutale, était introuvable. J'ai balayé la foule du regard une nouvelle fois pour en être sûr. Tout le monde était là. Mes collègues, ses amis galeristes, même ce cousin qui trouvait toujours le moyen de parler politique dans les fêtes. Mais pas de Jenna. Je me suis penché vers Claire, qui riait avec 2 de ses amis près du bar, et j'ai murmuré, « Eh, tu as vu Jenna? Il s'est passé quelque chose ?» Le sourire de Claire se figea. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De l'irritation, de la panique. Elle n'a pas pu venir, dit-elle d'un ton sec. Elle avait une migraine ou quelque chose comme ça. Tu ne peux pas faire ça maintenant? Son ton était assez tranchant pour que ses amis échangent un regard. J'ai froncé les sourcils. Elle n'a pas envoyé de message. Je veux juste m'assurer qu'elle va bien, ai-je répondu, attrapant déjà mon téléphone. L'expression de Claire changea. Sa voix devint basse et acérée. Ethan, j'ai dit, laisse tomber. Ce ton m'a touché plus qu'il n'aurait dû. Pas seulement parce qu'elle était en colère, mais parce qu'elle avait peur. Pas pour Jenna. Mais parce qu'elle avait peur que je sache où était Jenna. Je vais juste l'appeler rapidement. Ethan, siffla Claire. Sérieusement, tu fais ça ici, maintenant? Le trio de jazz continuait de jouer. Les verres s'entrechoquaient, mais quelques têtes se tournèrent. Les gens remarquaient. Claire s'approcha, son parfum piquant, sa voix comme un grésillement. Tu fais toujours ça. Tu ne peux pas laisser les choses aller. Profite de la soirée pour une fois. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu que ce n'était pas de la frustration dans ses yeux. C'était de la culpabilité. Je serai rapide, dis-je d'un ton plat, en tapant le nom de Jenna sur mon écran. La main de Claire jaillit et envoya valser le téléphone de mes doigts. La pièce a basculé. Les conversations se sont tues. Mon téléphone a heurté le sol avec un bruit sec qui a résonné plus fort que la musique. Waouh, ai-je dit doucement. Donc, je n'ai même plus le droit d'appeler ta meilleure amie maintenant. Claire se pencha pour ramasser le téléphone, les joues rouges, non pas de gêne, mais de rage. Arrête de faire une scène. Une scène? Tu as fait tomber mon téléphone de ma main d'une gifle devant 30 personnes, dis-je en gardant une voix égale. J'ai juste posé une question. Elle s'approcha, le sourire figé, les yeux de glace. Si tu ne veux pas gâcher ton propre anniversaire, tu ferais mieux d'arrêter d'agir comme un enfant paranoïaque. Je l'ai regardé, puis le cercle d'invités qui nous observaient. Mes amis, mes collègues, les gens qui étaient venus célébrer avec moi, feignant maintenant discrètement de ne pas nous fixer. J'ai forcé un sourire crispé. Bien sûr, ai-je dit. Je ne voudrais pas contrarier l'hôtesse. J'ai repris mon téléphone et je me suis éloigné vers la balustrade en verre surplombant la ville. Et dans ce silence, avec les lumières de Seattle s'étendant en contrebas et le léger goût de colère dans ma bouche, quelque chose s'est éclairci. Il ne s'agissait pas de l'absence de Jenna. Il s'agissait de la peur de Claire de ce que Jenna pourrait dire. Et je n'étais pas le seul à le sentir. Quand j'ai tourné la tête, j'ai vu une de ses amies chuchoter quelque chose derrière un verre de vin, jetant un regard vers Claire. Cette soirée n'était pas une célébration. C'était une performance, et il manquait quelqu'un au casting. Ce que je ne savais pas alors, ce que je ne pouvais pas savoir, c'est que le silence de Jenna n'était que le début. Quelque chose allait arriver qui changerait tout. Plus tard dans la soirée, la dispute fut balayée sous le tapis, lissée par des sourires forcés et une nouvelle tournée de cocktails. Mais je n'avais pas oublié. Claire non plus. La tension entre nous flottait comme de l'humidité dans l'air, juste assez dense pour être ressentie sans pouvoir la nommer. Pourtant, elle avait un spectacle à assurer, et Claire savait comment s'y prendre avec les gens. Elle riait plus fort que d'habitude,
trinquait avec des amis qu'elle ne supportait pas, et prétendait que rien ne s'était passé. Et quand elle a croisé mon regard de l'autre côté du salon, son sourire était aussi large que jamais, mais je la connaissais assez bien pour voir la fracture derrière. Juste après 22h30, le trio de jazz s'est arrêté au milieu d'une chanson. Claire a frappé 2 fois dans ses mains, un geste délicat et autoritaire, et les lumières ont légèrement baissé. « Je sais que nous sommes tous ici pour célébrer Ethan », commença-t-elle en levant sa coupe de champagne. « Alors, si vous me le permettez une seconde », elle se tourna vers moi, tous les yeux maintenant rivés sur nous, et me fit signe de la rejoindre près du gâteau. Je me suis approché lentement, méfiant de ce qu'elle préparait. La voix de Claire s'éclaircit. « Ethan, tu es l'homme le plus posé, généreux et discrètement brillant que je connaisse. » Les invités s'extasièrent sur commande. Ma mâchoire se crispa. Elle n'avait pas tort, mais venant d'elle, cela ressemblait à de la flatterie intéressée. Elle plongea la main dans une élégante boîte noire sur la table et la souleva avec un effet dramatique. Et je voulais t'offrir quelque chose de spécial cette année. Quelque chose d'aussi fiable et intemporel que toi. Elle ouvrit la boîte. Une Rolex. La foule laissa échapper un soupir d'admiration. Quelqu'un siffla. Une autre voix, probablement celle de Greg du cabinet de son père, dit « Merde, l'argent des Holston, c'est autre chose. » J'ai dégluti et je me suis avancé. Elle me tendit la boîte comme s'il s'agissait d'un artefact ancien. « Vas-y, Claire, dit-elle en souriant. Et c'est là. » J'ai glissé la montre à mon poignet, son poids lourd et froid. Tout le monde applaudit. J'ai hoché la tête, souri, j'ai même eu un petit rire comme si j'étais touché. Je lui ai même fait un rapide baiser sur la joue, qu'elle m'a rendu avec un timing parfait, mais dans ma poitrine, rien ne bougeait. J'ai regardé le bracelet en or briller sous les lumières du salon. C'était magnifique, bien sûr, mais ce n'était pas moi. Je portais un Fitbit. Mon ordinateur portable était d'occasion. Mes costumes étaient ajustés, oui, mais achetés avec soin, pas des folies pour l'apparat. La famille de Claire évoluait dans un tout autre monde. Son père, George Holston, dirigeait l'un des plus puissants groupes de capital risque de la côte ouest. Vieille fortune, nouvelle technologie. Leur nom ouvrait des portes et fermait des bouches. La Rolex n'était pas juste un cadeau. C'était un message. Un message que je ne parvenais pas tout à fait à décoder, mais que je ressentais au plus profond de moi. Je me suis penché et j'ai chuchoté, « Pourquoi ça ?» Claire sourit pour la foule et murmura entre ses dents, « Parce que tu l'as mérité. Et parce que ça va bien à quelqu'un qui sait quand la fermer. » J'ai reculé légèrement, le sourire sur mon visage désormais entièrement fabriqué. Personne ne l'a remarqué. Ils étaient trop occupés à filmer, à prendre des photos, à complimenter son goût. J'ai levé mon verre pour un toast rapide et j'ai dit les mots polis à Claire pour m'avoir fait sentir comme $1 million ce soir. D'autres rires, une autre salve d'applaudissements. Mais dès que je me suis éloigné, j'ai desserré le bracelet juste assez pour me sentir à nouveau moi-même. De retour près du bar, mon ami Marcus m'a donné un coup de coude. Rolex, hein? La belle vie que tu mènes maintenant. Ouais, ai-je dit en faisant légèrement tourner la montre à mon poignet. Ça te ferait presque oublier ce qui manque. Marcus cligna des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, ai-je menti en sirotant ma boisson. Je pensais à voix haute. Mais à ce moment-là, sous la douce chaleur des lumières du toit et l'illusion de l'élégance, je l'ai senti plus fort que jamais. Ce n'était pas une célébration. C'était une dissimulation. Et cette Rolex, ce n'était pas de l'amour. C'était de l'argent pour acheter mon silence. 3 jours plus tard, mon appartement me semblait trop silencieux. Claire était censée être en vacances entre filles à Palm Springs. Soleil, spa, silence. Sa valise avait roulé hors de la porte comme si de rien n'était. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré. Un texto de Jenna. Dehors. J'ai fixé le message, le cœur battant. Je ne lui avais pas donné mon emploi du temps, je ne l'avais pas invité. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté et j'ai appelé Claire à la place. Elle a répondu à la 2e sonnerie, d'un ton léger. Et, le garçon dont c'est l'anniversaire. Je te manque déjà? J'ai gardé une voix légère. Petite question. Jenna vient de se pointer. Elle n'est pas avec toi.
Il y eut une pause, nette, électrique. Quoi, lança Claire. Je disais, Jenna, Ethan, hurla-t-elle, tout son calme disparut. Ne la laisse pas entrer. Tu m'entends? N'ouvre pas la porte. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, abasourdi. Pourquoi je ne le fais pas, c'est tout, cria-t-elle. Dis-lui de partir. Je suis sérieuse. La communication a été coupée. Je suis resté là, le téléphone vibrant dans ma main, mon pouls martelant mes oreilles. Puis la sonnette a retenti, fort, impatiente. J'ai ouvert. Jenna entra en trombe, comme une rafale d'air froid. Ses yeux étaient rouges, la mâchoire serrée, ses mains tremblaient alors qu'elle refermait la porte d'un coup de pied derrière elle. Alors elle t'a menti à toi aussi, dit-elle. Bien sûr qu'elle l'a fait. Jenna, dis-je lentement. Qu'est-ce qui se passe? Elle a ri. Un rire court, amer. Tu la défends encore? Waouh. Je ne défends personne, ai-je répondu. Tu te pointes sans prévenir, Claire perd la tête et me dit de ne pas te laisser entrer. Ça ne m'étonne pas, coupa Jenna. Elle panique toujours quand la vérité entre par la porte. Ma poitrine se serra. Dis-le, c'est tout. Quoi que ce soit. Elle a sorti son téléphone et me l'a tendu. Lis. J'ai fait défiler. Mon estomac se noie. Des messages. Des notes vocales. Des vantardises. Des rires. Il n'en a aucune idée. Les hommes de Seattle sont si prévisibles. Un voyage entre filles m'achète du temps. Une montre le fait taire. J'ai levé les yeux. Ce n'est pas, oh, si, ça l'est, dit Jenna, la voix brisée. Elle m'a envoyé ça comme si c'était drôle. Comme si tu n'étais qu'un accessoire. J'ai continué à faire défiler. Des dates, des noms, une confiance suffisante. Elle m'a dit que tu ne riposterais jamais, continua Jenna. Que ta dignité était gérable. J'ai dégluti difficilement. Pourquoi me le dire maintenant? Les yeux de Jenna lancèrent des éclairs. Parce qu'elle m'a trahi. Elle a essayé de me faire porter le chapeau. A dit que c'était moi qui ne pouvais pas tenir ma langue. Puis elle m'a bloqué. J'ai posé le téléphone, les mains engourdies. Alors tu es venu ici. Je suis venu parce que tu mérites de savoir, dit-elle. Et parce que j'en ai fini d'être son alibi. Le silence emplit la pièce, le bourdonnement du frigo, la ville au dehors. J'ai finalement parlé. Tu savais pour la montre? Jenna hocha la tête une fois. Elle a appelé ça une soupape de sécurité. Ses propres mots. Je me suis adossé au comptoir. La pièce basculait. Et le voyage, une couverture, dit Jenna d'un ton plat. Pour elle, pas pour moi. Mon téléphone vibra de nouveau. Claire qui rappelait. Je n'ai pas répondu. Jenna m'observait attentivement. Ça va? J'ai expiré, lentement et régulièrement. Non. Mais je suis réveillé. Elle a glissé le téléphone dans sa poche. Bien. Parce qu'une fois que tu le vois, tu ne peux plus l'ignorer. J'ai hoché la tête, la vérité s'installant comme de la glace. La porte était toujours ouverte, et plus rien ne semblait sûr. Le lendemain matin, les serrures de l'appartement cliquetaient toujours de la même manière. Le café coulait encore, le soleil se levait toujours sur Puget Sound comme s'il se fichait de ce qui avait explosé dans ma vie la veille. Mais moi, j'avais changé. J'étais assis à la table de la cuisine, les captures d'écran de Jenna imprimées et étalées devant moi. Chaque message était comme une coupure. Net, personnel, délibéré. Puis j'ai entendu la porte d'entrée se déverrouiller. Claire entra comme si de rien n'était. Lunettes de soleil de créateur, valise à roulettes derrière elle. Un immense café glacé dans une main. Elle n'a même pas complètement fermé la porte avant de parler. Tu as encore changé le thermostat, dit-elle en jetant un coup d'œil à son téléphone. Il gelait ici quand j'ai atterri. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste observé. Elle a posé sa boisson et a commencé à enlever son manteau. Mon Dieu, SeaTac est un désastre. Et au fait, j'ai vu que Jenna a encore essayé de m'appeler. Vraiment flippant. Je n'ai rien dit.
Elle s'est finalement tournée, remarquant les papiers sur la table. Son expression n'a pas changé, mais ses yeux ont balayé rapidement la surface. Qu'est-ce que c'est? Je me suis adossé, calme. C'est toi qui vas me le dire. Claire s'est approchée, feignant l'amusement, tournant une page avec un de ses longs ongles manucurés. Waouh, Ethan, on imprime des preuves maintenant. On se sent d'humeur dramatique? Elle a pris une capture d'écran, celle où elle écrivait, il n'a aucune idée, il continue de jouer au mari pendant que j'explore mes options. Claire a ri doucement. Mon Dieu, Jenna est si amère. Elle ferait sauter un mariage juste parce qu'elle n'est pas sur l'album photo. Je me suis levé lentement, lui faisant face. C'est toi qui as écrit ça. Elle a levé les yeux au ciel. Ethan, grandis un peu. Les gens exagèrent. Ils plaisantent. Ils se défoulent. Tu vas vraiment tout jeter en l'air pour quelques messages sortis de leur contexte? Non, dis-je calmement. Je vais demander le divorce. Claire cligna des yeux. Pour la première fois depuis son entrée, son masque se fissura légèrement. Tu vas quoi? Je demande le divorce, ai-je répété. Aujourd'hui. Le silence fut immédiat et stupéfiant. Puis, tout aussi rapidement, Claire renifla. Oh, s'il te plaît. Toi, demander le divorce? Elle croisa les bras, sa confiance revenant en force. Tu sais même comment on fait? J'ai déjà parlé à un avocat, ai-je dit. Tout est enclenché. Ça a attiré son attention. Elle s'est approchée, sa voix plus basse maintenant. Ne sois pas stupide. Trop tard pour ça, ai-je répliqué. Je t'ai épousé. Elle se raidit. Ses yeux se plissèrent. Tu crois que tu vas t'en sortir indemne? Je me fiche d'être indemne, ai-je dit. Je me fiche d'en avoir fini. Elle me dévisagea, puis pencha la tête et sourit. Sans gentillesse. Tu penses vraiment être prêt à m'affronter? À affronter mon père? Je n'ai pas peur de George, ai-je dit. Et s'il t'a appris à te comporter comme ça, peut-être qu'il est temps que quelqu'un dans votre monde dise ça suffit. Son sourire vacilla une seconde. Tu perdras tout, murmura-t-elle. Ton nom, ton travail, ta dignité, tout. Je m'en assurais. J'ai planté mon regard dans le sien et j'ai parlé doucement. Alors je suppose que je découvrirai qui je suis sans tout ça. Claire ouvrit la bouche pour dire autre chose, mais rien ne sortit. Le silence entre nous s'étira, long et froid. Elle a finalement attrapé sa boisson et est sortie de la cuisine. Mais cette fois, elle ne s'est pas retournée, et je ne l'ai pas suivie. Pour la première fois de notre mariage, je ne courais pas après la paix. J'étais la paix. C'est arrivé le soir suivant, juste après le coucher du soleil, dans le silence bétonné sous mon immeuble. J'avais une main sur la portière de ma voiture quand une voix a dit « Monsieur Reed ». Je me suis retourné. C'était mon erreur. Quelqu'un m'a percuté l'épaule. Une autre prise a bloqué mon bras. Le monde a basculé, brusquement et rapidement. Et, ai-je commencé? Doucement, dit une voix étouffée. Ne rends pas les choses plus difficiles. Un capuchon est descendu sur ma tête. Caoutchouté, il sentait l'huile et la poussière. Mon téléphone a heurté le trottoir. Je l'ai entendu glisser au loin. Marche, a ordonné quelqu'un. Je ne vais pas, mes pieds ont bougé malgré moi. La prise s'est resserrée. Une porte a coulissé. J'ai été poussé à l'intérieur et jeté sur un siège. La porte a claqué. Silence. Puis le faible ronronnement d'un moteur. On m'a retiré le capuchon. J'ai cligné des yeux, m'habituant à la pénombre de l'intérieur d'une camionnette noire. Deux hommes étaient assis en face de moi, le visage couvert, immobiles comme des meubles. Puis une troisième voix a parlé de l'avant, douce et familière. Ceinture, messieurs. La camionnette s'est mise en route. Je me suis penché en avant, le cœur battant. C'est illégal. Un petit rire. Tout est illégal si on le nomme ainsi. La cloison s'est ouverte. George Holston s'est tourné sur son siège et a souri comme s'il saluait un serveur qui avait gâché une commande. Ethan, a-t-il dit. Vous avez l'air plus mince. J'ai croisé son regard. Laissez-moi sortir.
Il a fait un geste de la main. On va faire vite. Je suis un homme occupé. Un des hommes masqués a bougé. Georges a levé un doigt. Doucement. Puis, s'adressant à moi, j'ai entendu dire que vous déposiez des papiers. C'est exact, ai-je dit. Vous m'avez kidnappé pour discuter d'une procédure de divorce? Georges soupira, déçu. Un mot si brutal. Nous parlons. Vous écoutez. Je n'écoute pas, ai-je répliqué. Je documente. Cela a provoqué un rire à l'avant. Le sourire de Georges s'est affiné. Vous avez toujours pensé être malin. Claire disait que c'était votre charme. Clairement, ai-je dit. C'est vous qui l'avez élevé. Ses yeux se durcirent. Faites attention. Je me suis adossé. Faites-moi taire. Le silence s'est installé. La camionnette a tourné. Les lumières de la ville glissaient sur les fenêtres comme des pensées nerveuses. Georges a repris la parole. Plus doucement maintenant. Retirez la demande de divorce. Nous ferons disparaître ce chapitre désagréable. Non, ai-je dit. Il a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Vous ne comprenez pas l'avantage que nous avons. Expliquez-le-moi, ai-je dit lentement. Il s'est penché plus près. Vos contrats, vos clients, votre réputation. Tout ça est flexible. J'ai haussé les épaules. Je m'adapterai. Vous êtes un ingrat, a-t-il lancé. Nous vous avons élevé. Vous m'avez loué, ai-je corrigé. Je vous rends les clés. Un des hommes masqués a marmonné quelque chose. Georges lui a lancé un regard. Puis de nouveau à moi. Signez une déclaration, a-t-il dit. Réconciliation publique. Demande de divorce discrète. Vous gardez votre travail, votre dignité. Ma dignité n'est pas à vous, ai-je dit. Il m'a dévisagé, la mâchoire serrée. Vous pensez que ça va bien se terminer pour vous? Je pense que ça va se terminer, ai-je dit. C'est suffisant. La camionnette a ralenti. Georges m'a étudié comme un problème qu'il n'aimait pas résoudre. Vous faites une erreur. J'en ai déjà fait une, ai-je répliqué. J'ai épousé un membre de votre famille. La camionnette s'est arrêtée. La porte a coulissé. L'air froid est entré. Georges a fait un geste. Laissez-le sortir. Je me suis levé. Mes genoux étaient stables lorsque j'ai posé le pied sur le trottoir. Georges a ajouté, ceci était la conversation polie. Je me suis retourné. Alors, je suis content que nous l'ayons eu. La porte s'est fermée, la camionnette est partie. Je suis resté seul sous un lampadaire vacillant, les mains tremblantes, non pas de peur, mais de certitude. Ils avaient essayé le contrôle. Ils avaient échoué. Je me préparais un café le lendemain matin quand on a frappé. Pas fort, juste ferme. Répétez. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé 3 officiers en uniforme. Pas de sourire. Ethan Reed, a demandé le chef. Oui. Vous êtes en état d'arrestation. Ma main s'est figée en l'air. Pour quel motif? Les détails vous seront fournis au poste. Ils se sont avancés comme un seul mur mobile. J'ai reculé instinctivement. Attendez. Je n'ai rien fait. Vous devez nous suivre, monsieur. J'ai balayé mon appartement du regard, mes yeux s'arrêtant sur le journal à moitié lu, la veste sur la chaise, la montre sur le comptoir. La montre de Claire. J'aimerais appeler mon avocat, dis-je calmement. Vous aurez droit à un appel, a répondu l'officier. J'ai hoché la tête une fois. Alors, finissons en. Ils m'ont menotté là, dans le salon. Pas de résistance, pas d'explication, juste du métal froid et un millier d'yeux invisibles observant derrière les portes fermées des appartements voisins alors que j'étais escorté en bas et poussé à l'arrière d'une voiture de police comme un homme qui a quelque chose à cacher. Le poste était beige et stérile. Ils n'ont pas crié. Ils n'ont rien claqué. Ils ont juste énuméré une liste d'accusations qui avait de moins en moins de sens à mesure que j'écoutais. Possession de données non enregistrées, violation de système privé, suspicion d'ingérence d'entreprise. J'ai ri, j'ai vraiment ri. Je suis consultant en technologie, pas un espion.
L'officier n'a pas scié. Pas de caution, a-t-il ajouté. Vous êtes placé en détention pour une durée de 15 jours. Le juge l'a approuvé ce matin. 15 jours, ai-je répété. Sur la base de quelles preuves? Il n'a pas répondu. Ils m'ont pris ma ceinture, mes lacets, mon téléphone, tout sauf ma détermination. Ce soir-là, dans la cellule froide, mon avocat, Deshaun Vega, est apparu. La quarantaine, costume impeccable, yeux fatigués mais d'une acuité redoutable. Il s'est assis en face de moi, un porte-bloc à la main, en fronçant les sourcils. C'est compliqué, a-t-il dit. Sans blague. Pas de preuves solides, juste des inquiétudes. Mais le juge qui a signé l'ordonnance a été l'assistant de George Holston. Ce n'est pas une coïncidence. J'ai souri légèrement. George n'aime pas qu'on lui dise non. Deshaun a hoché la tête. Il montre ses muscles, essaie de vous déstabiliser. Ça ne marchera pas, il m'a étudié un instant. Vous en êtes sûr? Ils veulent vous garder pendant 2 semaines, et pour l'instant, je ne vois pas comment contester. Alors ne perdez pas de temps ici, ai-je dit. Continuez à faire avancer le divorce. J'attendrai. Il a haussé un sourcil. La plupart des types que je visite en détention sont paniqués. Vous avez l'air d'attendre un train. C'est le cas, ai-je dit. Et je sais exactement où il va. Deshaun a laissé échapper un rire sec et s'est levé. Vous avez du cran, je vous l'accorde. Le cran, c'est tout ce qui me reste, ai-je répondu. Cette nuit-là, les lumières ne se sont jamais complètement éteintes. Juste un faible scintillement au-dessus, avec un léger bourdonnement. Le matelas était fin. La couverture était synthétique et sentait l'eau de Javel. Mais j'ai dormi. Pas bien, pas profondément, mais avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il pouvait enfermer mon corps pendant 15 jours. Mais il ne pouvait pas toucher mon nom. Il ne pouvait pas me toucher. Si cette partie vous parle, mettez un pouce en l'air à la vidéo. Au 3e jour, j'avais cessé de remarquer le froid. On s'y habitue. Le faible bourdonnement des néons, l'écho rigide des pas dans le couloir, le cliquetis des plateaux en métal glissant sur le béton. Ce à quoi on ne s'habitue pas, c'est l'attente. Pas l'attente de la liberté, mais celle des réponses, du mouvement, que quelqu'un à l'extérieur vous rappelle que vous existez encore dans le monde réel. Cette personne, pour moi, s'est avérée être Jenna. Elle venait chaque après-midi, juste après le changement de garde. Toujours la même. Un jean, une veste trop fine pour descendre, et une expression à moitié usée sur le visage, comme si elle ne dormait pas beaucoup. Nous n'avions pas droit aux visites physiques, seulement à l'ancienne méthode. Mur en béton, vitres, l'odeur froide de l'eau de Javel. Mais Jenna insistait pour venir quand même. Chaque jour. Et, dit-elle un après-midi, en glissant sur le tabouret en métal de l'autre côté de la barrière. Tu as l'air fatigué. J'ai eu un sourire narquois. Génial. C'est exactement l'énergie que je visais. Elle n'a pas souri. Sérieusement, tu tiens le coup? J'ai hoché la tête, croisant les bras en m'adossant au mur froid derrière moi. Je vais bien. Jenna m'a regardé un instant. Pas comme une amie. Pas comme l'ex-amie de ma femme. Juste comme quelqu'un qui savait exactement à quel point la trahison pouvait être profonde. Ethan, dit-elle doucement. Je peux te poser une question? J'ai jeté un coup d'œil, méfiant mais curieux. Tu viens de le faire. Je suis sérieuse. Moi aussi. J'ai incliné la tête. Vas-y. Elle a baissé la voix, son ton changeant. Tu le regrettes? Regretter quoi? De m'avoir laissé entrer ce jour-là, dit-elle. D'avoir ouvert la porte, de commencer tout ça. Parce que tu aurais pu simplement m'ignorer, Ethan. Tu aurais pu fermer les yeux et continuer à jouer le jeu. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé à travers la vitre sale une femme qui n'avait aucune raison de continuer à se montrer. Et pourtant, elle était là. Je ne regrette rien, ai-je dit finalement. Jenna cligna des yeux. Rien? Non. Tu es dans une cage, dit-elle tranquillement. Ta réputation est salie en ligne. Ton nom est traîné dans la boue. La famille de ta femme t'a marqué comme un criminel,
et tu me dis que tu ne souhaites pas avoir simplement laissé la porte fermée? Je te dis, ai-je répondu, que la porte n'était pas le début du problème. C'était la fin de l'illusion. Elle a baissé les yeux une seconde, puis les a relevés. Tu le crois vraiment? Je dois le croire. Parce que quand un homme cesse de se défendre, il commence à s'effacer. Et je ne me suis pas battu toutes ces années juste pour disparaître poliment. Jenna s'est penchée plus près, sa voix basse. La famille de Claire joue salement. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai fait un petit signe de tête. Moi aussi. Mais tu n'es pas comme eux. Non, ai-je dit. Je ne le suis pas. C'est pour ça que je vais gagner. Jenna m'a étudié un instant, comme pour voir si je le pensais vraiment ou si je me maintenais juste sain d'esprit. Puis elle s'est reculée et a souri faiblement. Eh bien, tu portes la guerre silencieuse comme un costume. Je te l'accorde. Je ne suis pas en guerre, ai-je répliqué. Je dis juste la vérité plus fort qu'ils n'ont l'habitude de l'entendre. Elle a hoché la tête lentement. Je reviendrai demain. Je sais. Avant de partir, elle a pressé sa paume contre la vitre. Je n'ai pas fait de même. Je l'ai juste regardé partir, c'est pas doux mais déterminé alors qu'elle retournait dans les couloirs gris. Quand le gardien a refermé la porte d'acier derrière moi, le silence ne ressemblait pas à une défaite. Il ressemblait à une stratégie. Laissez-les penser que j'étais immobile. L'eau qui dort est profonde, et j'étais déjà en mouvement en dessous. 15 jours. 15 nuits sur un matelas en plastique avec une couverture fine comme du papier et rien d'autre que du temps. 15 jours pour me souvenir de chaque avertissement que j'ai ignoré. De chaque regard en coin que Claire m'a lancé. De chaque phrase soigneusement répétée que son père prononçait comme un homme à qui on n'avait jamais dit non. Et puis c'était fini. La porte de la cellule a grincé juste après l'aube et le gardien n'a même pas pris la peine de me regarder dans les yeux. Vous êtes libre. Personne n'a présenté d'excuses. Pas d'explication. Pas de rebondissement de dernière minute. Juste une lente marche dans le couloir vide. Une enveloppe Kraft avec mes affaires et un dernier bourdonnement à la porte d'acier. Dehors, l'air matinal d'hiver de Seattle m'a frappé comme une vague. Vif, pur, honnête. Et elle était là. Jenna se tenait au bord du trottoir, enveloppée dans un long manteau gris, les cheveux en désordre à cause du vent, tenant un journal plié contre sa poitrine. Je me suis dit que tu voudrais peut-être un lift, dit-elle, ses yeux scrutant mon visage comme si elle essayait de jauger ce qu'il restait de moi. Je lui ai adressé un sourire fatigué. Je n'en doutais pas, elle n'a pas bougé pour me serrer dans ses bras. N'a rien dit de sentimental. Au lieu de ça, elle m'a tendu le journal. Première page, en couleur, claire comme le jour. La crise de nerfs de Claire Alston devient virale. Je me fiche de qui filme. Il était à moi en premier. En dessous, une image extraite d'une vidéo. Claire hurlant sur un homme devant un restaurant chic. Son maquillage coulant, le doigt pointé comme un poignard vers un type visiblement plus jeune, abasourdi, dans un manteau de créateur. Les commentaires déjà placardés en ligne, disséquant chaque geste, chaque mot. Le masque de Claire brisé en HD. J'ai cligné des yeux une fois, puis j'ai levé la tête. C'était quand? Il y a 2 nuits, dit Jenna. Il a essayé de rompre. En public, lança-t-elle. Et quelqu'un a filmé. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Bienvenue à l'ère numérique. J'ai expiré longuement et tranquillement, laissant l'air froid chasser les vestiges de la cellule. C'est grave pour elle? Terrible, dit Jenna, en faisant le tour pour déverrouiller la porte passager. Pour toi. Très utile. J'ai glissé sur le siège. La ville avait l'air la même, mais tout semblait différent. Avant même que je puisse boucler ma ceinture, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, mais je savais qui c'était. J'ai répondu. Vega. Bienvenue de retour au pays des faussement accusés, dit mon avocat, la voix sèche et vive. Vous avez vu la vidéo, n'est-ce pas? À l'instant. Bien. Nous déposons une requête d'urgence. Le tribunal agit vite. Le juge est compatissant. Il semble que quelqu'un d'autre en ait marre des comédies des Alston. Et Claire? Elle est devenue silencieuse. Son camp est en pleine panique. Votre image est propre, Ethan.
Cela nous aide beaucoup. J'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Maintenez la pression. Je le ferai, dit Vega. Vous aurez de mes nouvelles cet après-midi. Soyez prêts. Il a raccroché. J'ai regardé par la fenêtre. Ce n'était pas de la joie que je ressentais. Ni même du soulagement. C'était de la clarté. Jenna a jeté un coup d'œil. Et maintenant? Maintenant, ai-je dit, en appuyant ma tête contre le siège, nous finissons le travail. Elle a quitté le trottoir sans un mot. La ville bourdonnait à l'extérieur, inconsciente de la victoire silencieuse qui prenait forme sur le siège passager de sa voiture. J'étais entré dans cette cellule, un homme enseveli sous les accusations. Maintenant, j'en sortais, un homme avec un élan. Et pour la première fois depuis le début, je ne me contentais plus de réagir. Je dirigeais. Le tribunal ne ressemblait pas à la justice. Il ressemblait à des murs beiges, des néons bourdonnants et une moquette usée qui sentait vaguement le vieux café et le désinfectant. Mais pour moi, c'était comme une scène finale. Et je savais exactement qui allait perdre le scénario. Claire était assise de l'autre côté de l'allée, vêtue d'un gris sobre. Pas de bijoux, pas de sourire. Elle ne m'avait même pas regardé depuis mon entrée. Son avocat, un homme élégant en costume sombre avec un sourire narquois permanent, se pencha près d'elle, lui chuchotant quelque chose qui fit tressaillir sa mâchoire. George Olston était assis 2 rangs derrière elle, les bras croisés, observant tout comme un roi forcé d'assister à l'incendie de son château. Mon avocat, Deshaun Vega, était assis à côté de moi, parcourant calmement les documents une dernière fois. Il se pencha vers moi. Nous ne sommes pas ici pour humilier, juste pour réclamer ce qui est dû. Je ne suis pas ici pour gagner, dis-je tranquillement. Je suis ici pour y mettre un terme. L'huissier a appelé la salle à l'ordre et la juge Meyer s'est entrée. Une femme plus âgée, aux yeux d'acier et 100 ans à perdre avec les comédies. Elle a ajusté ses lunettes, a jeté un coup d'œil au dossier, puis à nous. Nous sommes ici pour finaliser l'affaire Reed contre Olston, dit-elle. Toutes les déclarations financières et les preuves ont été examinées. L'avocat de Claire s'est levé le premier, faisant un ultime appel à une division équitable et à une issue non punitive. Sa voix était calme, respectueuse, mais je pouvais entendre le désespoir caché dessous. Il a essayé de présenter la crise publique de Claire comme un moment de tension émotionnelle. Il a tenté de présenter la vidéo virale comme sortie de son contexte. Il a même eu le culot de qualifier notre mariage de compliqué mais résilient. Quand il a terminé, les épaules de Claire étaient déjà tendues. Elle n'a pas levé les yeux. Puis Vega s'est levé. Sa voix était stable et calme. Pas d'éclat, pas de drame. Il a laissé les faits parler d'eux-mêmes. Claire Olston a menti. Elle a manipulé. Elle a utilisé la richesse et l'influence pour discréditer mon client. Quand cela a échoué, son père, Monsieur George Olston, s'est livré à l'intimidation, à de fausses accusations, à de fausses arrestations. Tout cela est documenté. Ce que mon client veut, ce n'est pas la vengeance. C'est une résolution. Il a fait une pause et a regardé directement la juge. Et la dignité. La juge Meyers a légèrement hoché la tête et s'est tournée vers son greffier. Lisez le jugement. Le jeune greffier s'est levé et a lu la feuille qu'il tenait à la main. Sa voix était claire. La cour accorde au demandeur, Ethan Reed, la dissolution complète du mariage. Il se voit attribuer 2 millions de dollars en biens partagés. Toutes les fausses allégations sont formellement rejetées et effacées des dossiers. Aucune pension alimentaire ne sera accordée à Claire Olston en raison des preuves de malveillance et de manipulation. Il y eut un long silence étiré. Claire ne bougea pas. Puis sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. « Votre honneur, dit-elle, sa voix à peine audible. Puis-je parler ?» La juge hocha la tête une fois. Claire se leva lentement. Ses mains tremblaient alors qu'elle ajustait l'ourlet de sa veste. Puis elle m'a regardé. Pas le sol, pas son avocat, moi. J'ai été cruelle, dit-elle. Et pas seulement à la fin. J'ai été cruelle pendant longtemps. La salle semblait retenir son souffle. Je pensais que le pouvoir me protégeait. Que je pouvais faire ce que je voulais et que tu resterais. Elle eut un petit rire amer. Mais je ne t'ai pas seulement repoussé. J'ai essayé de te détruire. Et pourquoi? Le contrôle?
L'ego? Je ne sais même plus. Je n'ai rien dit. Mon visage n'a pas changé. Elle a dégluti. Tu mérites mieux. Ce ne sont pas des excuses. C'est juste la vérité. Puis elle s'est tournée vers la juge. J'accepte la décision de la cour. La juge a hoché la tête. Alors, cette affaire est résolue. Le marteau a frappé. Claire a reculé de la tribune, le visage pâle, les mains vides. Georges s'est levé brusquement, le visage rouge et silencieux, me lançant un regard comme s'il avait avalé du poison, mais je n'ai pas bronché. Claire est passée lentement devant moi. Pas de fureur, pas de tentative de retrouver sa dignité. Elle se déplaçait simplement comme quelqu'un qui savait qu'elle avait perdu la seule chose qu'elle pensait toujours contrôler. Et en passant, elle a chuchoté sans me regarder. Je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin. J'ai répondu doucement. C'est la différence entre survivre et faire semblant. Elle s'est arrêtée, mais elle ne s'est pas retournée. Elle a continué à marcher, hors du tribunal. Hors de ma vie. La porte s'est refermée derrière elle dans un déclic. Pas d'applaudissements, pas de satisfaction, juste le silence. Une sorte de paix que l'on ne gagne que lorsque la vérité triomphe. Et que l'on n'a plus besoin de l'expliquer à personne. La ville semblait différente depuis le 17e étage. Plus propre, plus petite, comme si quelqu'un avait baissé le volume du bruit. Le bureau de Vega n'était que verre et bois sombre, sol poli, éclairage doux, des diplômes encadrés qui effrayaient probablement plus de gens qu'ils ne les réconfortaient. Mais assis là maintenant, libre, je ne me sentais pas déplacé. Je me sentais installé. Vega a fait glisser un dossier sur la table. Il reste une dernière option. Je ne l'ai pas ouvert, je l'ai juste regardé. Poursuivre Georges en justice, a-t-il dit. Dommages émotionnels, accusations fabriquées. Nous en avons assez pour l'enterrer sous les litiges. L'une des jeunes associées, Amber, peut-être 29 ans, avec des yeux vifs, a hoché la tête avec empressement. Nous pouvons porter l'affaire au niveau fédéral. Son nom sera toxique d'ici l'été, a ajouté Vega. Et l'indemnisation ne serait pas mince. Vous avez gagné ce droit. J'ai hoché la tête lentement. C'est vrai. Silence. Ils attendaient. Et peut-être s'attendaient-ils à ce que je dise oui. Peut-être que la plupart des gens l'auraient fait, mais je n'étais pas allé aussi loin pour continuer à tirer sur un fil qui avait finalement rompu. Ça ne m'intéresse pas, ai-je dit. Amber cligna des yeux. Vous refusez. Je refuse, ai-je répété, plus calmement cette fois. J'ai déjà gagné ce qui compte. Vega a penché la tête. Juste pour être clair. Vous êtes sûr? J'en suis sûr. Il s'est adossé à son fauteuil, puis a lentement fermé le dossier. Très bien. Amber avait l'air déçu, mais j'ai vu autre chose derrière les yeux de Vega. Du respect. Vous ne voulez pas plus, a-t-il dit. Vous voulez de la distance. Je veux la paix, ai-je corrigé. Pas une guerre avec un homme qui s'étouffe déjà avec son propre nom. Je me suis levé et j'ai tendu la main. Vega l'a serré. La plupart des gens veulent avoir le dernier mot, a-t-il dit. Je l'ai déjà dit, ai-je répliqué. Au tribunal. Devant tout le monde. Et je n'ai même pas eu besoin d'élever la voix. Il a souri. C'est rare. J'ai pris mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. En l'atteignant, je me suis arrêté et je me suis retourné une fois. Dites à Amber que j'espère qu'elle aura l'occasion de ruiner quelqu'un d'autre aujourd'hui. Son rire m'a suivi dans le couloir. Dehors, la ville continuait sa course. Klaxons, feux de passage piétons clignotants, des gens vivant des vies qui ne m'impliquaient plus. Claire était partie. Georges fulminerait en privé. Et moi? J'en avais fini. Pas vaincu, pas endommagé. Fini. 2 semaines plus tard, j'étais assis en face de Jenna dans un restaurant tranquille, niché en bordure du centre-ville. Lumière tamisée, serviette en lin, une bougie sur la table, vacillant comme si elle savait que nous avions tous les deux traversé quelque chose de lourd. Elle portait un pull bleu marine et pas de maquillage. Un look simple, mais qui portait quelque chose de plus profond, comme si elle en avait fini de s'excuser d'exister. « Tu te sens plus léger maintenant » demanda-t-elle en faisant tourner le vin dans son verre.
J'ai souri. Pas plus léger, juste plus calme à l'intérieur. Jenna a légèrement levé son verre. Au calme. J'ai touché le sien. Aux sorties propres. Le tintement fut doux et nous avons bu un instant. Nous n'avons rien dit. Il n'y avait pas de pression à le faire. Le silence n'était pas froid comme il l'avait été avec Claire. Il n'était pas inconfortable. Il était, tout simplement. Tout le monde pense que la victoire est bruyante, dit finalement Jenna. Porte qui claque, menace légale, feu d'artifice. Mais toi, tu es parti sans même élever la voix. J'ai eu envie de le faire, ai-je admis. J'ai eu envie de crier, de riposter avec le même poison qu'ils ont utilisé contre moi. Mais tu ne l'as pas fait. Non, ai-je dit. Parce que c'est ce à quoi il s'attendait. Claire, son père. Ils vivent dans un monde où le contrôle signifie crier plus fort que les autres. Je ne voulais pas faire partie de ça. Jenna m'a étudié par-dessus son verre. Tu aurais pu prendre plus. Tu avais l'avantage. Tu aurais pu les réduire en cendres. Je n'en avais pas besoin, ai-je dit en posant mon verre. Ils l'ont déjà fait eux-mêmes. Elle a hoché la tête lentement. Tu sais, il y a eu un moment, quand tu étais enfermé, j'ai cru que tu en sortirais amer, diminué. Mais d'une manière ou d'une autre, tu en es sorti plus stable. Parfois, quand quelqu'un vous jette de la terre, ai-je dit, il ne fait que planter quelque chose qu'il ne comprend pas. Elle a souri à ça. Regarde-toi, en mode poétique. Ne t'y habitue pas. Elle s'est penchée un peu. Tu es sûr de ne rien regretter. Même pas de m'avoir laissé entrer ce jour-là. Pas même un peu, ai-je dit. Elle a baissé les yeux, puis m'a de nouveau regardé. Bien. Parce que je pense que si tu avais gardé cette porte fermée, ils auraient quand même trouvé un moyen de t'écraser. Tu l'aurais juste affronté seul. J'ai hoché la tête. Le serveur a apporté notre nourriture, l'a posée tranquillement et a disparu. Alors que nous prenions nos fourchettes, Jenna a dit une dernière chose. Doucement mais fermement. Tu aurais quand même gagné, même si tu étais parti sans rien. Parce que la dignité, c'est la partie qu'ils ne peuvent ni contrefaire ni voler. Et elle avait raison. Parce que la justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle s'assoit simplement en face de vous, sirotant du vin dans un restaurant qui n'appartient à personne d'important, sous une bougie qui brûle lentement et régulièrement, tout comme vous. C'était la fin de mon histoire. Et avant de partir, je n'arrête pas de penser à une chose qui me pèse encore. Quand Jenna a choisi de franchir ma porte et de révéler la vérité, sachant que cela ferait tout exploser, a-t-elle fait ce qu'il fallait, ou aurait-elle dû rester en dehors de ça? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite.